On va continuer ce qu'on a fait la semaine dernière dans le chapitre de la monnaie unique et la théorie des zones monétaires optimales. On va continuer avec les concepts de base et on va ensuite passer aux théories des zones monétaires optimales. Le 8e concept de base qu'on va introduire, c'est la parité du taux d'intérêt. On a déjà fait la semaine dernière les parités de taux de change et la loi du prix unique et les deux versions de la loi de parité de pouvoir d'achat qui était la loi de la parité de pouvoir d'achat absolu et la version relative. Maintenant, on va passer à un autre concept qui est complètement différent, mais qui s'appelle la parité aussi du taux d'intérêt. Pourquoi on s'intéresse à introduire ce concept? Parce que dans le cadre de l'intégration monétaire, on sait qu'on aura une libre circulation des capitaux et tous les agents économiques ils auront accès au marché pour l'achat et la vente des différents types d'actifs, soit des actifs nationaux ou des actifs étrangers. Et donc, ce concept est très lié à l'intégration monétaire. Donc, pour commencer, il faut définir les marchés des capitaux comme quoi? Comme les lieux où les investisseurs ils détiennent et échangent des actifs nationaux et étrangers. Et ici, on se concentre bien sûr sur les actifs financiers. Et le rendement de n'importe quel actif ici est considéré comme étant le taux d'intérêt. Quand est-ce que les agents ils peuvent faire un arbitrage entre avoir un actif étranger ou un actif national? Ça dépend du rendement. Tant que le rendement est différent entre les différents types d'actifs, dans ce cas-là, on aura toujours un mouvement d'achat et de vente d'actifs. Quand est-ce que le marché arrive à l'équilibre? Lorsque tous les actifs offrent la même rentabilité anticipée. Parce qu'ici, on va procéder au concept de l'anticipation et on va anticiper le taux d'intérêt sur les différents types d'actifs. Et on va évaluer le rendement toujours dans la même monnaie, ce qui veut dire qu'on va introduire aussi le concept du taux de change. Donc, la parité des taux d'intérêt est basée sur la condition de parité des taux d'intérêt CPTI, qui signifie quoi? Qui signifie que les rendements anticipés des différents actifs doivent être égaux. Donc, la formule sera le taux de rendement sur les actifs domestiques égal au taux de rendement sur les actifs étrangers ajusté par les variations anticipées du taux de change de la monnaie étrangère. Parce qu'ici, on va utiliser le concept du taux de change à l'incertain. Donc, si on suppose le cas des États-Unis et de la France, et la France comme étant le pays domestique et les États-Unis comme étant le pays étranger, on va interpréter cette formule comme étant le rendement sur les actifs financiers français égal au taux de rendement sur les actifs financiers américains étrangers, ajusté par les variations anticipées du taux de change du dollar par rapport à l'euro. Si cette égalité elle n'est pas satisfaite, le marché n'est pas en équilibre et dans ce cas-là, on aura soit une offre, soit une demande excédentaire de devises étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale. Prenons cet exemple. Si on suppose qu'on a deux pays, la France, le pays domestique, et les États-Unis, le pays étranger, et on suppose que le taux de rendement sur les dépôts en euros sont de 4%, tandis que le taux de rendement sur les dépôts en dollars sont de 6%. Donc, pour réaliser cet équilibre sur le marché des capitaux, il faut que le dollar se déprécie par rapport à l'euro de 2%. Pourquoi? Pour réaliser l'équilibre entre les deux côtés de la condition de parité des taux d'intérêt. Donc, même si les taux de rendement sont plus favorables pour les dépôts en dollars, les investisseurs ils seront indifférents à investir dans les dépôts en euros ou dans les dépôts en dollars si
et seulement si le dollar se déprécie par rapport à l'euro de 2%. Dans ce cas-là, les deux types de dépôts offrent la même rentabilité anticipée et c'est équivalent pour les investisseurs de détenir les deux types de dépôts. On dit que le marché il est en équilibre. Que se passe-t-il si le dollar se déprécie une fois de plus que 2% et une fois de moins que 2%? Dans le premier cas où le dollar va se déprécier de plus que 2%, disons 4%, cela implique quoi? Cela implique que la rentabilité intérieure de la France sur les dépôts en euros en France sont toujours de 4%, tandis que la rentabilité étrangère ajustée des variations anticipées du taux de change passe à 2%. Dans ce cas-là, il y aura toujours une préférence de détenir les dépôts en euros et on aura donc une demande excédentaire sur les dépôts en euros et on aura une offre excédentaire de dépôts en dollars. Ce qui implique quoi? Ce qui implique qu'on aura une dépréciation du dollar par rapport à l'euro, tandis qu'on aura une appréciation de l'euro par rapport au dollar. Et ici, il faut aussi interpréter cet exemple par le fait que même si de manière très superficielle ou si on regarde seulement les rendements nominaux et on ne tient pas compte des variations dans les taux de change anticipés, il nous paraît que c'est plus rentable de placer l'argent sous forme des dépôts en dollars. Ok, mais malgré cela, si on tient compte de l'effet de la dépréciation anticipée du dollar, ça sera mieux de placer l'argent dans les dépôts en euros. Passons vers le deuxième cas, où on va anticiper que le dollar se déprécie de moins que 2%, disons de 0% par exemple. Dans ce cas-là, on aura toujours un taux de rendement sur les dépôts en euros en France de 4%, tandis que la rentabilité sur les dépôts en dollars passe à 6%. Donc, ici, le différentiel du taux d'intérêt est toujours favorable aux États-Unis. Et étant donné que le dollar maintient sa valeur vis-à-vis à l'euro, donc les investisseurs vont toujours préférer d'investir dans les dépôts en dollars plutôt que les dépôts en euros. Donc, on aura une offre excédentaire de dépôts en euros et une demande excédentaire de dépôts en dollars. Et par suite, on aura une dépréciation du dollar, une dépréciation de l'euro et on aura une appréciation du dollar. Graphiquement, on va présenter cela par la relation entre le taux de change à l'incertain et le taux d'intérêt intérieur. Et cette condition, elle nous introduit une relation négative. Pourquoi? Parce que si on a le taux d'intérêt intérieur qui augmente toujours, cela nous implique quoi? Cela implique que on va toujours préférer d'investir notre argent dans les dépôts domestiques. Et donc, on aura toujours une appréciation de la monnaie nationale. Tandis que si le taux d'intérêt intérieur il diminue, donc dans ce cas-là, on aura toujours intérêt à investir notre argent dans les dépôts étrangers et donc on aura une dépréciation de la monnaie nationale. Et si vous revenez aux trois cas qu'on a examinés dans les trois diapos précédents, vous allez trouver cette relation inverse entre le taux de change à l'incertain et le taux d'intérêt intérieur. Le neuvième et le dernier concept qu'on va introduire dans cette partie, c'est le triangle d'incompatibilité de Mundell. En anglais, c'est Impossible Trinity. L'idée principale, c'est que dans un monde libre où on a une libre circulation des capitaux et les preneurs de décision font face à ce qu'on appelle le trilemme. Le trilemme, c'est lié au fait que si on a trois objectifs qui intéressent beaucoup les preneurs de décision, ces derniers ils seront obligés de choisir seulement deux parmi ces trois
objectif. Donc, ce trilemme est considéré comme étant incontournable dans le choix du régime monétaire. Ce trilemme, il s'agit de la non-compatibilité de 3 facteurs. Tout d'abord, on peut pas une politique monétaire autonome, c'est-à-dire une politique monétaire qui est orientée principalement vers les objectifs nationaux, c'est-à-dire soit de préserver la stabilité des niveaux généraux de prix ou de relancer l'économie, c'est-à-dire si par exemple la banque centrale égyptienne veut relancer l'économie égyptienne, elle va essayer de réduire les taux d'intérêt. Si elle veut freiner le surchauffe et la forte croissance économique, elle doit augmenter les taux d'intérêt. Le deuxième objectif, c'est la stabilité des taux de change, c'est-à-dire qu'on a toujours un taux de change fixe. Et le troisième, c'est la libre circulation des capitaux. Et donc, étant donné que nous sommes dans un monde libre, on ne peut pas tout avoir, les preneurs de décision doivent sacrifier l'un des facteurs pour réaliser les 2 autres. Bien que ces 3 objectifs, ils sont très désirables en eux-mêmes. Ce diapo, il nous présente le triangle d'incompatibilité. Au sommet, on a le free capital flow, c'est-à-dire le mouvement libre de capitaux. Et sur la base du triangle, on a sovereign monetary policy, c'est-à-dire une politique monétaire autonome. Et on a le taux de change fixe, c'est-à-dire la stabilité des taux de change. Pour le premier cas, si le gouvernement s'intéresse plutôt à, la banque centrale ou le pays en général s'intéresse plutôt aux capitaux libres, c'est-à-dire une libre circulation des capitaux et avoir un taux de change fixe. Dans ce cas-là, il doit abandonner le contrôle de sa politique monétaire. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans une économie ouverte et on a une libre circulation des capitaux. Et l'entrée et la sortie des capitaux impliquent un changement dans la valeur de la monnaie nationale vis-à-vis les autres devises étrangères. Et étant donné qu'en même temps, la Banque centrale veut maintenir le taux de change fixe, donc elle s'intéresse principalement à défendre le taux de change et elle va abandonner l'autonomie de sa politique monétaire et elle ne va pas s'intéresser à réaliser les objectifs nationaux internes. Dans le deuxième cas, si le pays s'intéresse à avoir un taux de change fixe et une politique monétaire autonome, on va imposer des restrictions sur la libre circulation des capitaux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir le taux de change fixe avec une politique monétaire autonome et en même temps avoir une libre circulation des capitaux. Et étant donné qu'on va imposer des restrictions sur les opérations d'achat et de vente des actifs financiers étrangers, la condition de la parité de taux d'intérêt n'est pas vérifiée. Donc, on va prendre un exemple. Si la Banque centrale veut relancer l'économie et elle va décider de réduire le taux d'intérêt. D'accord? Pourquoi? Pour stimuler l'investissement. Dans ce cas-là, elle peut faire cela librement sans provoquer une dépréciation de la monnaie. Pourquoi il n'y aura pas une dépréciation de la monnaie et le taux de change sera toujours fixe? Parce qu'on n'a pas une libre circulation des capitaux. Mais si on avait une libre circulation des capitaux, la baisse des taux d'intérêt implique quoi? Implique une forte sortie des capitaux. Et si les capitaux sortent du pays, cela implique une baisse de la demande sur la monnaie nationale du pays et par suite sa dépréciation. Donc, si on élimine l'idée de la libre circulation des capitaux, on peut préserver le taux de change fixe et avoir aussi une politique monétaire autonome. Le troisième cas est le dernier. Si on a une libre circulation des capitaux et une politique monétaire autonome, ici il faut abandonner la stabilité de taux de change et le taux de change sera complètement flottant. Pourquoi? Parce que si, par exemple, le gouvernement veut relancer l'économie, la Banque centrale va diminuer le taux d'intérêt à court terme. Et quand le taux d'intérêt à court terme baisse, les capitaux vont sortir du pays et donc il y aura une dépréciation de la monnaie nationale. De l'autre côté, quand on aura une dépréciation de la monnaie nationale, c'est-à-dire que sa valeur elle baisse
par rapport à la monnaie étrangère, le pays devient plus compétitif parce qu'il peut exporter à des prix qui sont plus faibles. Donc, l'exportation des pays va augmenter et ainsi que le PIB. Donc, on aura une expansion et un relancement de l'économie. Mais l'effet négatif, c'est que les exportateurs et les importateurs, ils doivent toujours faire face à une forte volatilité des taux de change. Donc, on a terminé maintenant les concepts de base liés à l'intégration monétaire. On passe vers la partie principale de ce chapitre qui est la théorie des zones monétaires optimales ou les théories des zones monétaires optimales parce qu'on a plusieurs phases d'évolution de ces théories. On va commencer l'historique de ces théories. La théorie elle a été introduite en 1961 par un économiste canadien qui s'appelle Robert Mundell et qui a reçu le prix Nobel en 1999. Cette théorie a été introduite dans un article intitulé A Theory of Optimum Currency Area ou une théorie des zones monétaires optimales, où il s'est demandé une question qui était très nouvelle pour cette période. Quels sont les critères économiques selon lesquels de différents pays peuvent décider d'avoir une monnaie unique? Donc, l'objectif principal de cette théorie, c'est de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles les pays ils auront intérêt à former une union monétaire, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui vont pousser les pays à adopter la même monnaie. En fait, cette théorie, elle va examiner ces circonstances en examinant à la fois les avantages microéconomiques de l'adoption d'une monnaie unique et les coûts macroéconomiques qui vont découler. Donc, cette théorie, elle représente les fondements théoriques de l'Union monétaire européenne ou de l'Union économique et monétaire de l'Union européenne et elle sert comme un cadre d'analyse aux nombreux débats sur le bien fondé de la création d'une monnaie européenne. Et en fait, l'expérience européenne a été aussi un laboratoire pour bien évaluer les théories des zones monétaires optimales au cours du temps. On a 4 phases. La première, ce sont les approches traditionnelles qui sont apparues en 1960, dans les années 60 jusqu'à 1971, Mundell, McKinnon, Cannon et Fleming. Puis on a une approche basée sur l'analyse des coûts et des bénéfices d'une zone monétaire optimale qui ont évolué de 1970 jusqu'à 1990. Et principalement, on va présenter Corden, Mundell, Ishiyama et Tower-Villett. Puis on a les théories des années 1980 et 1990 qui représentent une transition vers les nouvelles théories. Et enfin, on a les nouvelles approches qui représentent l'endogénéité des zones monétaires optimales et on va expliquer le concept quand on va arriver à ce point. Donc, pour commencer, avant de commencer les critères d'une zone monétaire optimale, il faut définir c'est quoi une zone monétaire optimale. C'est un domaine géographique optimale où circule une monnaie unique ou même plusieurs monnaies dont les taux de change sont fixes de manière irrévocable, c'est-à-dire on ne peut pas les changer et qui ont une tendance à s'unir dans le futur. Il faut ici mettre l'accent sur 2 concepts. L'idée du domaine, c'est-à-dire qu'on avait des pays souverains qui ont décidé d'abandonner leur souveraineté monétaire, c'est-à-dire ils vont abandonner leur monnaie nationale pour adopter une monnaie unique. De même, ces pays peuvent accepter de déléguer un pouvoir à une banque centrale supranationale, c'est-à-dire une banque centrale qui dépasse les frontières nationales des pays, comme la Banque centrale européenne, et qui va veiller sur le travail des banques centrales domestiques de chaque pays. Le deuxième concept, c'est le concept optimal, c'est-à-dire qu'on a des propriétés caractéristiques ou typiques à une zone monétaire pour la caractériser comme étant optimale. Quels sont les critères d'une zone monétaire optimale? Tout d'abord, il faut savoir que Mundell, quand il a introduit cette idée d'une zone monétaire optimale, il voulait principalement défendre une caractéristique principale qui est la fixité des taux de change et que le taux de change fixe il est beaucoup plus préférable qu'un système de change flottant, surtout que le système de change flottant augmente l'incertitude concernant principalement les variations des prix relatifs dans le futur ou même les taux d'inflation.
Pour clarifier cette idée, on veut examiner l'impact d'un choc dans un régime de change flexible. Et ce choc va prendre la forme d'une augmentation de l'offre de la monnaie nationale. Si l'offre de la monnaie nationale augmente, cela implique une baisse des taux d'intérêt et par suite, les flux de capitaux vont quitter le pays, ce qui implique une baisse de la valeur de la monnaie nationale, c'est-à-dire elle se déprécie et ensuite les exportations deviennent moins chères et les importations moins chères, ce qui améliore la balance commerciale, mais l'amélioration de la balance commerciale a lieu seulement dans le moyen terme. Pourquoi? Parce que la structure de consommation change seulement dans le moyen terme. Donc, l'effet dominant de la dépréciation de la monnaie nationale sur la balance commerciale, c'est que la balance va se détériorer dans le court terme, parce que si on compare la valeur des exportations et la valeur des importations, l'effet des prix va dominer dans le court terme. Je m'excuse. Et donc, avec le temps, dans le moyen terme, quand les exportations commencent à augmenter et les importations à diminuer, l'effet quantité domine dans le moyen et dans le long terme et le solde s'améliore, ce qui a un effet expansionniste sur le PIB. Donc, mais aussi il faut clarifier que si les variations dans les quantités d'exportation et d'importation dépendent aussi de l'élasticité prix des exportations et des importations. Mais quel sera le cas dans une zone monétaire avec un taux de change fixe? Un choc similaire sur l'offre de la monnaie nationale va impliquer le recours aux réserves de change pour défendre le taux de change, c'est-à-dire que pour éviter la dépréciation de la monnaie nationale, la Banque centrale va essayer d'acheter la monnaie nationale et de vendre les devises étrangères. Mais si jamais les réserves de devises étrangères baissent à des niveaux qui sont très critiques, يعني هيكون في استنزاف للنقد الأجنبي, dans ce cas-là, la Banque centrale va décider de dévaluer sa monnaie nationale. McKinnon et Cannon, ils ont essayé de mieux élaborer l'idée présentée par Mundell en ajoutant des critères pour savoir c'est quoi une zone monétaire qui est optimale et de savoir pourquoi est-ce que les pays vont s'intéresser à constituer une unité monétaire. Quels sont les critères selon lesquels les pays vont décider d'avoir une monnaie unique? Parce qu'il ne suffit pas de regarder les avantages du taux de change fixe par rapport au taux de change flottant. Pourquoi? Parce que aussi, si on regarde le système de change fixe, il y a aussi des inconvénients par rapport au taux de change flottant, comme la baisse ou l'épuisement des réserves en devises étrangères. Donc, on aura d'autres critères qui vont essayer qui vont complémenter l'idée du taux de change fixe et qui vont garantir que les avantages du passage vers une union monétaire dépassent les inconvénients. On a 8 critères. Tout d'abord, il faut avoir une flexibilité des prix et des salaires et cela permet d'éviter une hausse prolongée du chômage ou de l'inflation parce qu'on va s'ajuster à la demande effective. Il faut garantir une mobilité parfaite des facteurs de production et surtout le travail, parce que si ces facteurs se déplacent d'un secteur qui souffre d'une baisse de la demande, d'une baisse de sa production par exemple, ils vont aller à un autre secteur qui est plus dynamique et donc on va éviter le chômage ou l'inflation et on va toujours avoir une situation d'équilibre. Le troisième critère, c'est l'ouverture économique et commerciale. Il est évident que les pays qui sont plus ouverts sur le monde extérieur, ils sont plus sensibles à n'importe quel choc et donc leurs monnaies seront moins stables. Donc, si les pays qui sont très ouverts trouvent que la formation d'une union monétaire va les aider à amortir ces chocs, ils auront intérêt à participer à une union monétaire. Le quatrième, c'est l'intégration financière. C'est que les pays qui vont s'intégrer, ils vont essayer d'avoir recours à des transferts qui vont compenser les déséquilibres dans les balances de paiement. La diversification de la structure de production et de la consommation. Si les économies des pays sont très diversifiées, on peut réduire l'impact des chocs
sur les économies de ces pays, et donc ces pays ils auront intérêt à former une zone monétaire optimale. La similarité dans les taux d'inflation, parce que cela va permettre d'avoir des balances commerciales stables et équilibrées entre les pays qui composent l'union monétaire. L'intégration fiscale ou budgétaire, c'est-à-dire que les pays qui ont des problèmes ou des déficits budgétaires, ils peuvent opérer ou avoir recours à des mécanismes de transfert budgétaire, surtout pour amortir l'impact d'un choc asymétrique. Et on va voir ces critères en détail. Et à la fin, on a l'intégration politique, c'est-à-dire une volonté politique et des institutions qui assurent le passage direct et facile vers une intégration monétaire. Maintenant, on passe vers les 4 phases d'évolution des théories des zones monétaires optimales, et on va examiner dans ces phases les différents critères d'une zone monétaire optimale. Tout d'abord, on a l'approche traditionnelle. Le premier économiste qui a contribué à cette approche, c'est Mundell, et il s'est intéressé principalement aux critères de la flexibilité des prix et de la mobilité des facteurs de production. Et il a dit que les pays où les facteurs de production sont très mobiles, ils ont intérêt à former une zone monétaire optimale. Donc, 2 pays A et B forment une zone monétaire optimale si dans une situation où le pays A est affecté par une crise nationale ou un choc spécifique, sa main-d'œuvre peut quitter le pays A pour aller vers le pays B plus dynamique. Cette mobilité des facteurs est considérée comme un substitut à l'ajustement par le taux de change ou par les salaires réels. Par contre, si la mobilité des facteurs est faible, surtout le travail, les changes flexibles sont plus avantageux pour compenser les pertes de compétitivité. Et pour comprendre ces arguments, on va examiner un exemple, mais principalement ici, Mundell voulait dire que les pays qui ont un taux de change, qui ont une flexibilité des prix et en même temps une mobilité des facteurs de production, ils ont intérêt à former une zone monétaire optimale. Pourquoi? Pour amortir l'effet des chocs. Tandis que si les facteurs de production ne sont pas mobiles, c'est plus avantageux d'avoir des taux de change flexibles pour compenser les pertes de compétitivité. Que sera l'impact de ce choc sur les 2 pays? On va examiner le cas où on a un taux de change flexible tout d'abord, puis on va examiner le cas où on a une zone monétaire optimale, c'est-à-dire un système de change fixe, et on va regarder les différents scénarios pour résoudre ce problème. La première solution, si on a un système de change flexible et les 2 pays, c'est-à-dire que les 2 pays ne forment pas une zone monétaire optimale, dans ce cas-là, le pays de l'Est qui est frappé par la récession veut adopter une politique monétaire expansionniste, c'est-à-dire il va réduire le taux d'intérêt, ce qui implique une augmentation aussi de la masse monétaire. Et cela implique quoi? Que les capitaux vont quitter le pays pour rechercher un rendement supérieur à l'étranger, et donc on aura une baisse de la demande sur la monnaie nationale, c'est-à-dire que la monnaie nationale va se déprécier, tandis que la demande sur les devises étrangères vont augmenter, c'est-à-dire que les devises étrangères vont s'apprécier. Que sera l'impact de la dépréciation de la monnaie nationale? Les exportations augmentent, et étant donné que les exportations sont une composante de la demande agrégée va augmenter et on aura un effet expansionniste sur le PIB. D'accord? Que se passe-t-il si les 2 pays décident de former une zone monétaire optimale? Ici, les banques centrales des 2 pays vont faire face à un dilemme, c'est que la politique monétaire expansionniste, elle est plus favorable pour les pays, pour l'Est qui est frappé par la récession, mais elle va augmenter l'inflation dans l'Ouest. Tandis qu'une politique monétaire restrictive, elle est mieux adaptée à l'Ouest, c'est-à-dire pour freiner l'inflation, mais elle va augmenter la récession dans l'Est. Et étant donné que les pays ont déjà formé une zone monétaire optimale, c'est-à-dire ils sont obligés d'avoir la même politique monétaire, donc laquelle ils vont adopter. Il y a ici un conflit. Donc pour éviter ce conflit, on a 2 autres scénarios pour réagir au choc. Si la flexibilité des taux de change n'est pas possible, le premier scénario dans une zone monétaire optimale, mais ce scénario il n'a pas été introduit par
Mondale, parce que Mondale, il s'est concentré sur l'idée de la mobilité des facteurs de production. Si on a les salaires qui sont flexibles, cela implique quoi? Cela implique que dans l'Est, où on aura une inflation, une récession, pardon, les salaires vont devenir plus faibles, ce qui fait augmenter l'emploi et donc réduire le chômage, c'est-à-dire on a un rééquilibrage automatique sur le marché du travail, tandis que l'Ouest, où l'inflation devient plus élevée, les salaires vont augmenter et donc la demande des travailleurs va diminuer et donc l'emploi va diminuer et donc l'inflation va baisser, c'est-à-dire on aura un rééquilibrage automatique sur le marché du travail dans l'Ouest. Mais ce scénario n'a pas été introduit par Mondale. Mondale, par contre, il s'est intéressé sur la mobilité, à la mobilité des facteurs de production et il a dit que les salaires sont rigides dans le court terme et donc c'est la mobilité des facteurs de production qui va nous permettre de répondre au choc et de revenir à l'équilibre. Et donc, si on suppose que les facteurs de production sont mobiles à l'intérieur de la zone monétaire, mais pas avec le monde extérieur, ici, le cas du travail va quitter les pays de l'Est parce qu'ils sont frappés par une récession. Ils vont aller à l'Ouest et cela va entraîner un rééquilibrage des marchés du travail dans l'Est et dans l'Ouest, dans l'Est et l'Ouest à travers la libre circulation du travail. Il y a des critiques qui sont adressées à la théorie de Mondale. Tout d'abord que le cadre il est de court terme et il suppose que les salaires sont rigides et donc il néglige la possibilité d'ajustement par la flexibilité des salaires ou par les prix des facteurs. Aussi, il ne tient pas compte du fait que si on permet une libre circulation des capitaux, on a des flux migratoires qui sont parfois excessifs et qui peuvent créer des déséquilibres. Tout d'abord, on aura une érosion de la base fiscale et une volatilité de la politique budgétaire de l'Est. Pourquoi? Parce que quand les travailleurs ils vont quitter l'Est où on a une récession pour aller à l'Ouest, cela implique quoi? Cela implique qu'on a un nombre inférieur de travailleurs. Donc, on aura un montant plus faible de salaires qui sont versés aux individus travailleurs. Et donc la base fiscale اللي هي القاعدة اللي ممكن الدولة تفرض عليها ضريبة اللي هي ضريبة الدخل هتقل. Donc on aura une érosion de la base fiscale et la politique budgétaire va être plus volatile et donc les recettes fiscales qui proviennent des taxes sur le revenu ou taxes sur le salaire va diminuer. Ça c'est le premier type de déséquilibre engendré par les flux migratoires. Le deuxième déséquilibre, c'est que le pays de l'Est maintenant, il va trouver que ses travailleurs vont le quitter pour aller à l'Ouest. Donc, on aura une spécialisation accrue dans le pays de l'Ouest. Et donc, ce pays, quand il va plus se spécialiser dans sa production, on aura une volatilité au choc accrue. Et par suite, cela implique un déclin plus fort des zones qui sont déjà en récession, qui est le pays de l'Est. Le deuxième critère introduit dans l'approche traditionnelle par McKinnon, c'est l'ouverture commerciale et il dit qu'une économie ouverte a intérêt à joindre une union monétaire. Pourquoi? Parce que le rapport du commerce, la somme des exportations plus les importations avec le PIB est plus élevé et donc ils échangent beaucoup entre eux. Ils auront intérêt à former une zone monétaire avec un taux de change fixe pour éviter les incertitudes et les fluctuations ou les perturbations qui sont dues à un taux de change flottant. Et donc, ils auront des échanges commerciaux qui sont plus stables. Pourquoi donc ces pays qui sont très ouverts les uns sur les autres auront intérêt à former une zone monétaire optimale? Parce que dans une économie ouverte, les prix des biens échangeables sont liés aux prix internationaux. Et quand les prix des biens échangeables changent, on sait que les revenus réels des facteurs de production changent aussi d'après la théorie de Stoppe-Samuelson. Et donc, si on a un régime de change flexible, une dépréciation, c'est-à-dire une baisse de prix des biens, va entraîner une perte de pouvoir d'achat des facteurs de production. Et quand les facteurs de production perdent de pouvoir, cela implique une inflation forte qui implique aussi une forte baisse du pouvoir d'achat.
Le troisième critère d'une zone monétaire optimale a été introduit par Kennan en 1969, c'est la diversification de la structure économique, c'est-à-dire la diversification de la production et des exportations des pays. On dit que les pays qui ont des structures de production et d'exportation très diversifiées, ils sont moins vulnérables aux chocs externes. Pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, l'Égypte, si elle se spécialise dans la production d'un seul bien, et si le monde extérieur réduit sa demande sur ce bien, l'Égypte sera fortement affectée par ce choc. Mais si l'économie du pays est très diversifiée et elle produit plusieurs biens, et donc si la demande du monde extérieur sur un certain bien diminue, cela ne va pas affecter négativement l'ensemble de l'économie parce qu'elle pourra se récompenser en se spécialisant dans la production d'autres biens. Donc, une économie spécialisée, elle est plus vulnérable au choc. Et si on a une économie très spécialisée et qui est très vulnérable au choc, cette économie ne va pas décider d'entrer dans une zone monétaire optimale, mais elle va décider d'adopter une politique de change flexible. Pourquoi? Pour pouvoir faire face aux crises qui peuvent affecter aux crises qui affectent son économie. D'accord? Tandis que les économies qui sont diversifiées, ils sont mieux protégés et donc ils peuvent adopter facilement un régime de change fixe. Pourquoi? Parce que si on a un choc qui apparaît, on aura une mobilité intersectorielle du travail, par exemple, d'un secteur à un autre, du secteur qui a subi, par exemple, une forte baisse de la demande sur son bien vers l'autre secteur qui est plus dynamique. Et si le pays n'aura pas recours à changer son taux de change pour compenser les pertes de compétitivité. Donc, la similarité de la structure de production entre les pays membres de la zone monétaire implique que les chocs seront plus symétriques, c'est-à-dire que les pays seront tous affectés de la même manière si les structures de production sont diversifiées et sont similaires, et donc ils pourront adopter les mêmes politiques de change, c'est-à-dire un régime de change fixe. Le quatrième critère de la similarité des taux d'inflation a été introduit par Fleming en 1971 et il a dit que si les pays ils ont des taux d'inflation qui sont très similaires, c'est-à-dire que si le différentiel de taux d'inflation est nul, il n'y a pas de différence entre les taux d'inflation entre les deux pays A et B, ces pays vont constituer une zone monétaire optimale. Pourquoi? Parce que les pays n'auront pas besoin d'ajuster leur taux de change pour ajuster en fonction des écarts d'inflation. Et c'est cette relation entre les écarts d'inflation et le taux de change, on les a vus dans la version de la parité de pouvoir d'achat et la version relative, qui définissait les variations de taux de change nominal en fonction des taux d'inflation domestique et étrangers. Tandis que si les pays ils avaient des taux d'inflation qui sont très divergents, cela implique que leurs pouvoirs d'achat sont différents, les niveaux de salaire sont différents et les niveaux de vie sont différents. Et donc, c'est mieux pour eux d'adopter une politique de change flexible pour pouvoir corriger les variables macroéconomiques et influencer la croissance. Le critère de l'intégration financière a été introduit par Ingram en 1969. Il disait que les pays qui sont intégrés au niveau financier s'intéressent à former une zone monétaire optimale. Et pourquoi? Parce que cette intégration financière va faciliter l'opération d'atténuer les effets des chocs asymétriques. Cette intégration financière a lieu à travers deux choses. Tout d'abord, les pays peuvent coordonner pour changer leur taux d'intérêt de manière très légère pour pouvoir équilibrer le mouvement des capitaux. Et donc, une intégration monétaire implique qu'on va intégrer les politiques monétaires pour changer le taux d'intérêt en fonction du mouvement des capitaux. Et la deuxième chose concernant l'intégration financière, ce sont les aides qui sont présentées d'un pays à un autre. Si un pays souffre d'un déficit de capital, donc il y a un autre pays qui a un excédent dans sa balance courante et il va lui donner des aides, soit des crédits bancaires, et ça c'est en fonction de l'identité qui représente l'équilibre entre la balance commerciale et le niveau et l'épargne et l'investissement. Et donc, ces flux financiers peuvent aider les pays à corriger les problèmes de déficit courant.
Le critère de l'intégration fiscale favorise aussi l'entrée dans une zone monétaire optimale parce qu'on aura une entité supranationale qui va faciliter le transfert des fonds des pays qui ont des crises ou des problèmes économiques vers d'autres qui ont un excès de fonds par exemple, et cela pour éviter le recours à un taux de change flexible. Le dernier critère, c'est l'intégration politique introduite par Mentz en 1970, et il disait que les pays qui ont une volonté politique à s'intégrer, c'est-à-dire ils ont les mêmes préférences sur les politiques monétaires, sur les politiques budgétaires, et donc on a une compatibilité des préférences. Cela va favoriser la mise en place des institutions qui vont faciliter le processus de l'intégration monétaire. Donc ça, c'est le dernier point dans l'approche traditionnelle. On va passer ensuite aux critiques qui sont adressées à cette approche traditionnelle. Donc, quelles sont les critiques qui sont adressées à l'approche traditionnelle? Tout d'abord, on a une absence de preuves empiriques parce que les pays européens, ils ont des spécialisations de production qui sont très différentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes types de spécialisation, et donc leurs cycles économiques ne sont pas complètement synchronisés. Les prix et les salaires ne sont pas flexibles parce qu'ils sont gérés par des législations nationales et européennes. Les facteurs du travail ou de capital ne sont pas complètement mobiles, surtout le travail pour des raisons juridiques et linguistiques, c'est-à-dire qu'ils ont estimé en 2012 la proportion des citoyens européens qui travaillent dans un autre pays européen qui représente seulement 2,8% de la population européenne. Aussi, on n'a pas une intégration fiscale ou une intégration politique. Il y a une coordination des politiques budgétaires, mais on n'a pas une union budgétaire. De même, le budget européen ne représente que 1% du PIB européen, et donc le niveau des transferts et des aides fiscales ou des transferts budgétaires sont très limités au niveau européen. Aussi, on a le problème d'inconsistance et de contradiction entre les différents critères. Par exemple, on peut avoir un pays qui est très ouvert sur les autres membres, et donc il y aura une préférence pour établir une zone monétaire optimale. Mais en même temps, ce pays, il met des restrictions sur la mobilité des facteurs de production, le capital et le travail. Donc, il va préférer plutôt de fonctionner avec un système de change flottant pour assimiler ou amortir l'effet des chocs. Aussi, pour les économies de petite taille, elles vont bien sûr préférer de s'intégrer dans une zone monétaire optimale pour avoir un taux de change fixe et donc plus de stabilité, mais en même temps leurs structures de production ne sont pas diversifiées, et donc elles vont préférer un change flottant. On n'a pas un cadre qui unifie et qui harmonise ces critères pour éviter le conflit entre ces différentes propriétés de zone monétaire optimale. Et aussi, on a un désaccord sur l'importance des critères parce que Mundal il a mis l'accent sur la mobilité du travail et la flexibilité des prix des salaires, mais aussi l'intégration financière ainsi que politique sont très importants, mais l'intégration financière elle n'est pas on ne met pas toujours l'accent sur cette intégration financière, de même que l'intégration politique elle est loin d'être réalisée, et c'est ça qu'on a déjà mentionné dans l'introduction de notre construction européenne. Donc de cette manière on a terminé cette approche traditionnelle. La semaine prochaine, on va terminer cette théorie de zone monétaire optimale complètement, et on va, en passant vers les nouvelles théories et les approches basées sur l'analyse des coûts et des bénéfices, puis on va passer vers l'historique de l'intégration monétaire. Merci.